Églantine Émeillé, bonjour et merci beaucoup d'être présente pour ce nouveau podcast Bloomtime consacré à la vie des gens, aux épreuves de la vie de manière générale et puis aussi à l'art de vivre, à comment on peut vivre, de quelle manière on peut vivre et quelles voies d'amélioration on peut trouver dans nos vies. Donc vous allez peut-être nous parler de votre vie. Vous avez publié plusieurs livres, notamment deux que nous avons là sous les yeux. Tous tes mots dans ma tête, c'est le dernier, je crois, qui est paru récemment en 2022. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis Le voleur de brosse à dents. L'un et l'autre parlent de votre fils qui était autiste, qui avait d'autres difficultés de santé. Vous allez peut-être nous en dire un mot. Et ce qui est intéressant à travers vos réflexions et notamment vos publications, c'est à la fois ce que vous avez vécu vous, mais surtout le regard des autres et un peu comment on fait avec ces épreuves de la vie. Vous avez créé une association qui s'appelle Un pas vers la vie. Donc on sent et on constate toute une démarche qui vise, au-delà de votre propre expérience, à aider les autres, à être utile aux autres et à partager des idées. Donc voilà, je ne sais pas par quel... C'est un parcours assez particulier, moi, en fait. C'est vrai que là, j'ai écrit 2 livres qui parlent du handicap, du regard des autres, de la différence, parce qu'il se trouve que j'ai eu un fils très différent. Mais l'apprentissage de la différence, chez moi, il a été très tardif, en fait. J'ai grandi dans une famille un peu folklore, avec famille nombreuse, dans laquelle on n'était jamais... on était 8 enfants, mais on était en général 15, 20 à table tout le temps. Mes parents étaient très porte ouverte. Et puis j'ai grandi entre la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, le Sénégal, plein de villes différentes en France. Et finalement, je ne la voyais pas, la différence. J'ai réalisé le regard des gens sur la différence bien plus tardivement, déjà en arrivant à Paris, pour être honnête, et évidemment de façon bien plus exacerbée quand j'ai eu un autre enfant. C'est vous dire, moi par exemple, des fois je connais quelqu'un, on en parle et puis tout d'un coup on me dit oui mais il est d'origine maghrébine, est-ce que... Ah bon, il est d'origine... Je le vois même pas. Il faut vraiment... Alors oui, entre quelqu'un qui vient d'Afrique et quelqu'un qui vient de Lille, je vois bien qu'il y a une différence physique. Mais sinon il y a beaucoup de choses qui m'échappent comme ça, je la vois pas spontanément la différence. Après, je connaissais rien à la différence cognitive, la différence du handicap. Et là, j'ai réalisé que si j'y connaissais rien, c'est parce que pour le coup, ceux-là, on ne les voyait pas du tout. Et ça a été un choc pour moi. D'abord parce que quand j'ai compris que mon fils serait différent, je pensais qu'il y avait un parcours balisé, et pas du tout. Il faut se débrouiller tout seul. Et puis j'ai réalisé aussi que oui, je sortais avec lui, j'en voyais pas d'autres comme lui et je voyais bien les regards des gens et l'obligation en permanence de justifier un comportement différent, une attitude différente. D'abord dans les bacs à sable et puis après dans la rue et après les rares fois où j'arrivais à l'emmener dans un café. Enfin, c'est tout le temps compliqué et il faut toujours se justifier. Ce qui est en fait très blessant quand vous êtes déjà en train d'accompagner une personne différente dans la difficulté. Et c'est très blessant de devoir en permanence justifier sa place dans la société en fait. Et puis, j'ai créé cette association parce que moi déjà je trouvais que j'étais terriblement seule et je rencontrais dans mes différentes démarches administratives, hospitalières, des gens que je trouvais encore plus esseulés que moi et encore plus malheureux que moi et je me disais mais c'est pas possible. Évidemment, si déjà moi j'y arrive pas, je vois pas comment eux peuvent s'en sortir. Et avec l'idée qu'ensemble on est plus fort, j'ai créé une association pour trouver des solutions et voir les inventer, ce qu'on a beaucoup fait et ce qu'on continue de faire. Mais même moi, je suis devenue beaucoup plus tolérante, beaucoup plus indulgente vis-à-vis de la différence. Comme tout le monde, j'ai des réflexes sans doute liés à la peur de ce qu'on ne connaît pas et qui me poussent parfois un peu dans mes retranchements ou à refuser telle ou telle chose qui me dépasse. Et après, je réfléchis un peu et je me dis non, ne sois pas comme ça. Tu ne peux pas demander aux autres d'être attentifs à la différence de ton fils et rester avec ta part d'égoïsme, d'instinct de sauvegarde, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que globalement, les gens ont peur de ce qui ne leur ressemble pas. Oui, c'est ça. Et ça procède de quoi?
une difficulté à se mettre à la place de l'autre, c'est des procès. Parce que vous évoquez, Non. les titres de vos livres sont très intéressants, hein. Il y a Le pays de Kafka, vous racontez des choses sur un directeur d'école qui n'a pas les bons mots, l'épisode assez délicieux d'une carte d'invalidité qui arrive comme ça sans que ce soit prémédité, que vous recevez comme ça. Donc c'est quoi? C'est des procédures, c'est un manque d'attention, de compréhension, même de capacité à se mettre à la place de... Mais je pense que le monde va vite, le monde va de plus en plus vite, et s'occuper de quelqu'un qui est différent, dans tous les aspects, hein, que ce soit d'envoyer simplement un dossier avec une carte d'handicapé, prendre le temps et le recul nécessaire pour se dire, est-ce que cette personne qui va recevoir cette carte que j'ai juste admis sur un dossier administratif, je ne l'ai jamais rencontrée, est-ce qu'elle va l'accepter, l'entendre, est-ce que c'est pas très violent? Mais ça nécessite du temps. Une prise de recul qui est très difficile dans le monde d'aujourd'hui. Tout va trop vite. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Ça n'est que de la réaction, ça n'est pas de la réflexion. Jamais. Enfin, très peu. Et je pense qu'il y a ça. D'une part, ça va trop vite. Et d'autre part, s'intéresser à une différence, surtout quand elle est très forte par rapport à vous, ça fait peur. Alors d'abord, dans le handicap, on se dit... ça pourrait m'arriver, donc je comprends l'angoisse de se dire je veux pas voir ce qui pourrait m'arriver, c'est trop dur, et c'est un instinct de survie que j'entends. Après, refuser, je sais pas moi, un réfugié musulman, c'est pareil, hein. Les choses vont tellement vite qu'on entend que des bêtises, des raccourcis surtout, et on n'apprend pas à connaître la personne. J'ai fait l'effort avec ma famille d'accueillir, et c'est qui part de ce livre, un réfugié irakien. Honnêtement, au départ, on ne s'est pas posé la question de étranger plus irakien plus musulman. On s'est juste dit, on était devant la télévision, on voyait tous ces drames partout, et on s'est dit, en fait, nous, on est là dans notre appartement de luxe, entre guillemets, avec de la place, puis on a une chambre qui ne sert pas beaucoup. C'est terrible, en fait, et on laisse les autres crever de faim à côté. Bon, on s'est dit, on va l'accueillir. Et après, on s'est retrouvés face à des tas de différences qu'on n'avait pas forcément, on ne s'était pas vraiment posé la question, en fait, très naïvement. Et après, il a fallu faire avec, mais moi j'ai trouvé ça passionnant, intéressant, et j'ai appris plein de choses, y compris qu'on peut être musulman et vivre avec des gens qui sont d'origine, on va dire, catholique, et qu'en fait on trouve plein de lieux communs, et que c'est super, super bien, et qu'au départ, toutes les religions, je vais lancer des lieux communs, hein, mais on part tous de la même religion en fait, et que le but des religions, c'est de trouver un sens à sa vie, de se sentir bien et de croire en quelque chose qui vous aide. C'est pas de convaincre l'autre à toute force, c'est pas... Voilà, donc finalement, en acceptant la différence, il pouvait ne pas vouloir manger de la viande, il avait besoin d'un espace à lui dans le frigo, et puis... il a fallu qu'il fasse lui un effort pour accepter nos pantalons moulants, il l'a fait, parce qu'il s'est rendu compte que finalement c'était tolérable et qu'il pouvait vivre comme ça. Voilà, donc je pense vraiment que c'est de la méconnaissance et de la peur, c'est tout. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour expliquer les choses, parce que sur le handicap, puisque c'est le domaine que je connais, parce que décidément il n'y a rien de tel quand on explique pour que ça fonctionne. Et comment vous avez décidé d'écrire ces livres? Ça part d'une envie de visibiliser la différence ou des personnes? Non, en fait, le premier, ça partait vraiment de l'idée que nous, familles vivant dans le handicap, on ne nous connaissait pas, et du coup on ne nous comprenait pas, et les solutions qu'on nous offrait n'étaient pas adaptées du tout. Et je voulais raconter le quotidien de A à Z, tout ce qu'on peut ressentir, vivre, et qui est commun. Je raconte mon histoire, mais pour avoir entendu tellement de familles, c'est la même. Et donc ça, cette volonté-là, c'était juste ça, c'était regarder, on existe et voilà comment on est. Et puis après, comme voilà, la vie a fait qu'on a accueilli Mohamed à la maison, et je me suis dit, mais tout d'un coup, en fait, je me suis dit, mais Mohamed, c'est comme Samy, ce sont les mêmes, c'est des différences très différentes. Mais au final, j'avais affaire à deux personnes qui ne savaient pas et ne pouvaient pas communiquer avec nous, et qui avaient des modes de fonctionnement différents des nôtres. Donc ça a nécessité dans les deux cas beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation, mais en fait j'ai écrit ce livre pour dire c'est faisable et c'est enrichissant. Oui, ça demande un effort.
Et donc, c'est en racontant la vie, nous touchons Bien beaucoup, parce sûr. que on travaille et on réfléchit beaucoup sur les récits de vie. En fait, vous dites, si on comprend bien, c'est en racontant la vie que l'on peut mieux comprendre l'autre. Donc, il faut à la fois prendre le temps de raconter et le Oui. temps d'écouter aussi. C'est un peu ça Et votre... peut-être aussi donner le courage à d'autres familles à raconter aussi En son fait, histoire. Est-ce que vous avez eu des retours d'autres personnes dans la Beaucoup. même situation? J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont raconté aussi à quel point ça faisait résonance, qui m'ont raconté un bout de leur vie. Beaucoup de gens qui ont écrit à leur tour des livres. Moi, je trouve ça fascinant. J'ai un couple d'amis, ils sont à la retraite, ils ont monté une petite société où en fait ils vont dans les EHPAD et ils demandent aux personnes âgées de leur raconter la vie et ils leur offrent un livre après, qui est pour la famille. Je trouve ça fantastique. Moi, les récits de vie m'ont toujours passionnée. J'avoue que je préfère j'adore lire des biographies, que ce soit historique aujourd'hui. Les récits de vie, c'est riche d'enseignements et je trouve que cette histoire sur les EHPAD, elle est fantastique parce que les personnes âgées ont énormément de choses à partager, à nous apprendre. En plus, j'adorerais, moi, mes grands-parents n'existent plus, mais s'ils avaient pu raconter vraiment leur vie, ils ne nous ont pas dit plein de choses. Et je trouve ça dommage parce que c'est source de plein d'enseignements et c'est passionnant. Donc oui, je pense que le meilleur des partages, c'est de se raconter. C'est un vrai don de soi, mais c'est très fort. Il faut que l'autre le reçoive et en fasse quelque chose. Et alors, dans Le voleur de brosse à dents, qui raconte votre vie avec votre fils Samy, vous avez un passage que je trouve très intéressant sur le lâcher-prise. Alors, d'abord, est-ce qu'il faut lâcher prise quand on est confronté à une vie rendue difficile parce qu'on a un enfant qui est différent? Ouais. Est-ce qu'il faut lâcher prise? Est-ce que c'est possible de lâcher prise? Parce que ça nous intéresse beaucoup, parce qu'au fond, beaucoup de gens disent ça, ils disent il faut lâcher prise. Bon, Moi, je pense que c'est très difficile. Voilà, c'est ça. Faire tomber les barrières qu'on s'est construites pour vivre socialement, pour vivre partout. On se construit tous des barrières supports, en fait. Donc oui, lâcher prise, c'est se redéfinir, c'est accepter D'abord, c'est accepter beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ne dépend pas de nous, c'est ça? Mais c'est ça. Moi, je pense que... en fait, beaucoup de gens me demandent comment je fais pour être aussi joyeuse, aussi forte. Alors, au départ, c'est pas quelque chose qui est conscient. Je pense que c'est un caractère personnel, peut-être une éducation qui s'est faite dans la joie, qui a été un socle sans doute très fort. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. J'ai commencé difficulté de lâcher prise. Est-ce que c'est très difficile à réaliser, quoi, c'est ça? Accepter que les choses, elles sont comme ça et que vous pouvez rien y faire. Je sais, par exemple, c'est une force dans mon travail. Par exemple, j'ai une émission à animer, je suis en direct. Et tout d'un coup, l'invité, il n'est pas là. On ne sait pas où il est. Il y a un sujet qui déconne. La technique a un souci. Et en fait, à un moment, moi, c'est là où est ma force, je vois que tout le monde panique. Mais dans ces cas-là, comme je sais que je ne peux rien y faire, je ne suis pas responsable du fait que l'invité n'est pas là, je ne suis pas responsable du fait que la technique ne fonctionne pas. Moi, alors là, c'est le moment où je suis le mieux. Totalement déstressée. Je ne peux rien faire à ces choses-là. Tout ce que je peux faire, c'est commencer mon émission dans la joie et la bonne humeur, raconter évidemment tous les pataquès qu'on est en train de vivre et essayer de donner un sens à la fin, que cette émission ressemble à quelque chose. Mais le bordel, je n'y suis pour rien. Le handicap de mon fils, j'ai toujours pensé que je n'y étais pour rien. J'excuse aussi les médecins de ne pas savoir comment faire. Je fais dans l'état actuel des connaissances des choses et avec ce que j'ai. J'accepte la fatalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens, dans le milieu dans lequel je suis du handicap, ont beaucoup de mal. Beaucoup cherchent le responsable du handicap de leur enfant. Pour ne pas dire le coupable. Le coupable. On m'a poussé, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas un procès à l'hôpital? Tu sais peut-être qu'à la naissance j'ai... Oh là là, mais j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Personne volontairement a voulu le handicap de mon fils ou son décès. Non, mon énergie, je la mets pas là. Mon énergie, je suis pas fautive du handicap de mon fils, mais je suis responsable de son bien-être. Je suis responsable de tout ce que je peux mettre en place pour à son bien-être. Voilà. Mais moi, non, j'accepte totalement la fatalité et le fait qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai accepté. C'est une manière de ne pas accepter le handicapé de ton fils. Je pense pas, au contraire. Non, de vouloir se battre, oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que, voilà, j'ai toujours eu un rapport à la fatalité. J'ai toujours pensé que des choses, je n'avais pas le contrôle dessus.
j'admets que la fatalité existe. Que, voilà. Donc, je pense je fais avec. Et est-ce qu'il y a, parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui, dans notre société d'aujourd'hui, on pourrait dire de manière un peu inattendue, souffrent parce qu'ils ne savent pas à qui parler, à qui exprimer leurs difficultés. Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels on peut parler? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a d'autres voies, avec les guillemets, de réconfort, pour autant que ça puisse exister, Bien avec sûr. la musique, avec je ne sais pas, des expressions artistiques? Est-ce qu'il y a au fond des planches de salut dans notre société où on peut se dire, il faut que je trouve quelqu'un de confiance à qui je peux parler? Alors, je crois que le vrai problème de la société, c'est justement le manque de communication réelle. Mais je crois que j'ai de la chance d'avoir grandi dans une famille où on se parlait, où on osait dire les choses. Puis je trouve que j'avais plein de frères et sœurs, donc s'il y en avait un qui n'était pas disponible pour parler, je pouvais aller frapper à une autre chambre. Mais on s'est pas mal exprimé. Et je vois bien, dans la vie en général, dans la vie de couple, beaucoup d'hommes, ils se livrent peu, par exemple. Ils n'ont pas été éduqués à ça. Pour moi, c'est un problème, mais moi, j'ai toujours trouvé... Alors, tout ne va pas toujours bien dans ma vie, je suis comme tout le monde. Mais j'ai une technique infaillible qui consiste à pleurer sous la douche, ça c'est très très bien, et à pleurer dans les bras de mon mari. Il peut me voir rentrer d'une journée de travail et me dire « Oh, toi ça va pas ». Bah, il sait, je m'autorise à pleurer. Il faut s'autoriser une forme de faiblesse, c'est ça, mais reconnaître tout à sa faiblesse. En fait, c'est tout à fait ça, on n'est pas des surhumains. Et s'autoriser la faiblesse, c'est... En fait, je crois que je n'ai jamais vu personne face à moi ou face à une quelconque situation de faiblesse détourner la tête et la refuser. Je crois qu'au fond, nous, on a tous envie d'être utile à quelqu'un. Et finalement, quand quelqu'un en face de vous vous explique qu'il ne va pas bien et a besoin simplement, parfois c'est juste, vous n'êtes pas obligé d'avoir une solution, mais simplement le prendre dans ses bras et lui dire je comprends que ce soit dur, c'est déjà énorme. Moi, je m'autorise à le faire. Je m'autorise à arriver quelque part et à dire là ça me dépasse, là c'est trop, et à pleurer un bon coup. Et même à mon fils aîné, j'ai envie de lui montrer que la vie est belle et tout, mais j'ai envie de lui montrer aussi que je suis un être humain. Donc ça m'arrive, je l'ai encore fait il y a 2 jours, où voilà, je me rends compte que quand j'ai des journées où je suis très fatiguée, où ça a des dents sur plein de sujets, bah, je suis plus fragile sur le décès de mon fils et ça me revient un peu en pleine figure, et tout d'un coup je vois bien que je suis pas bien, et je suis rentrée il y a 3 jours et puis il m'a dit « T'as passé une bonne journée ?» T'étais mon ange. Bah honnêtement là, non, je suis pas, ça va pas fort. Et je lui ai dit, j'ai envie juste de pleurer, et voilà, il m'a prise dans ses bras, je trouvais ça super. Après ça va bien. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est habituée aux réseaux sociaux, qu'on montre qui est le côté c'est trop beau, souriant, trop beau, trop parfait. Et voilà. C'est horrible, je trouve ça hyper complexe. C'est vrai qu'à la fois, quand tu vois que tout le monde autour de toi est si heureux, tu te dis moi ça va pas, et du coup je n'ai pas le droit de montrer que je vais pas bien. Les gens ne vous montrent... cycle, Je sais pas, les gens ne vous montrent que ce qui va bien. En même temps, je suis la première à reprocher aux journaux télévisés de nous montrer que ce qui va mal. Donc je comprends, je trouve ça chouette que les gens montrent toute la partie qui va bien, c'est plus joyeux. Mais c'est pas la réalité, et il faut surtout pas se leurrer là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les autres sont plus heureux que nous, que tout va bien, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quel chemin aussi ils ont parcouru pour arriver à ça. Et je crois que personne ne fait un chemin linéaire et facile. C'est pas vrai. Et en même temps, c'est enrichissant. Je ne sais pas s'il y a un autre élément à ajouter, peut-être, de conclusion ou d'ouverture. Cette association, peut-être, parce que... Alors, juste un mot aussi sur les gens. Je sais que, voilà, moi, j'ai de la chance d'avoir un mari qui accepte de m'ouvrir ses bras et de me le faire pleurer. Mon fils aussi. Vous posiez la question de à qui parler. Je pense que... je sais qu'il y a des gens qui sont très seuls chez eux. Parce que sinon, en dehors de ça, on a tous... des amis, des parents, des collègues au bureau avec qui on s'entend bien et à qui on peut dire là ça va pas, et il faut oser le faire. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très seuls. Moi je crois qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les lignes téléphoniques dédiées, les associations. J'ai découvert le monde associatif. J'ai mis 5 ans à freiner, à ne pas vouloir entrer dans une association, parce que je voulais pas parler que de handicap, et je voulais pas voir un enfant plus âgé que Samy. En fait, j'avais pas envie. Je me disais inconsciemment, je vais rencontrer que des gens qui souffrent et qui sont malheureux, je ne veux pas. J'ai rencontré des gens géniaux qui m'ont tendu la main, m'ont apporté plein de solutions.
Et les moments où on se retrouve que entre parents, d'enfants handicapés, et on dit toutes les conneries qui nous passent par la tête. Que l'on pleure, qu'on rigole, on est les seuls à oser se moquer monstrueusement de nos enfants. Et ben, c'est drôlement bien. Donc, si vous vous sentez trop seul, je vous assure, il existe forcément quelque part une association qui est prête à vous écouter. Et accepter d'aller vers l'autre, c'est ça. Mais il faut. Et mais ce qui n'est pas facile. Si vraiment vous n'y arrivez pas, devenez bénévole pour aller écouter quelqu'un. Ça va vous apprendre à entendre la parole et donc à oser peut-être aussi libérer la vôtre. Mais je pense qu'il n'y a rien de meilleur que le partage. Je crois que c'est une très belle conclusion, aller vers l'autre et en même temps libérer la parole. Je crois que c'est un très beau message. Merci infiniment, Églantine Émeillé. Donc je rappelle le nom de votre association, Un pas vers la vie, et 2 de vos livres. Il y en a d'autres, mais enfin, voilà, nous sommes là focalisés sur ces 2-là. Le voleur de brosse à dents et puis Tout est mots dans ma tête, qui sont 2 livres à la fois très intéressants, poignants, qui sont bien entendu des réalités humaines, mais aussi une belle réflexion sur notre société et sur des pistes de réflexion sur ce qui pourrait nous permettre d'aller mieux dans notre société. Merci infiniment, Églantine Émeillé. Merci à tous et allez bien. Allez bien. C'était un podcast Bloom Time réalisé par Lucie Associas et François Mickey Marty. Merci infiniment.